Ouais, ça c'est fou. Ça c'est fou, et ça il y a eu une très, très grosse levée de bouclier, de la part des gens, sur ce qu'a dit Michael Saylor. Alors je vous fais juste un petit résumé. La remarque donc de Buy Bitcoin, c'est: est-ce que tu as vu du coup la dernière interview de Michael Saylor et de ses propos sur le self-custody? Alors Michael Saylor, bon, je vous fais pas l'historique, vous savez qui c'est aujourd'hui. Heu, Dans ce qu'il a dit dans une interview, c'était que le self-custody, c'était uniquement pour les crypto-anarchistes et des gens qui étaient parano, et qu'aujourd'hui, en gros, dans son propos, c'était qu'il n'y avait pas d'intérêt de faire du self-custody, qu'il fallait faire confiance au gouvernement et qu'il fallait faire confiance aux institutions financières pour garder nos cryptos, et cetera. Et qu'en fait, ce qui a empêché les institutions financières et le gouvernement d'accepter aussi rapidement la crypto, c'est parce que justement, on avait une bande de crypto-anarchistes qui avait mis en avant le côté self-custody. Et ça, forcément, il y a eu une levée de bouclier énorme dans l'univers crypto. Mais il faut comprendre en fait que Michael Saylor, en fait, aujourd'hui, joue plus du tout le même rôle ou a plus du tout le même, et plus du tout dans la même vision qu'on pouvait nous avoir il y a quelques années en arrière. Parce qu'il l'a même dit sur une autre interview que lui, en fait, il achète des BTC, mais il les prête à des grandes banques comme JP Morgan en échange de 5, je crois que c'est 4 ou 5 de taux d'intérêt, voire même un peu moins. C'était entre 3 et 5, faudrait revérifier. Il y avait même eu un échange avec Saif Dinamous, hein, la personne qui a écrit l'étalon Bitcoin, où ils échangeaient, Michael Saylor et Saif Dinamous, où ils échangeaient sur ce propos-là, avec Saif Dinamous qui lui dit, bah, en fait, si tu as du Bitcoin, tu n'as aucun intérêt à le prêter pour gagner entre 3 et 5, parce qu'en fait, tu le prêtes, mais derrière, bah, tu sais pas ce que les banques vont faire de cet argent-là. Et puis, quand tu vois les performances du Bitcoin annualisées, bah, en fait, tu prends un risque qui est démesuré par rapport aux gains que tu peux obtenir. Après, c'est sûr qu'il ne joue pas du tout le même jeu que d'autres personnes, parce qu'il y a des garanties derrière. Et puis, en fait, si lui, derrière, il garde la custodie de ses Bitcoins et qu'en plus de ça, il gagne 5, ces 5, ça lui permet de racheter. Donc, en fait, il gagne à tous les coups, puisque le collatéral qu'il dépose, il est censé quand même gagner en valorisation de par ce qu'on connaît aujourd'hui sur le Bitcoin et de par son historique. Mais pour en revenir sur le propos du jour, il a tenu des propos qui sont pour moi complètement à l'opposé de ce pourquoi la crypto existe. Parce qu'en fait, ce qui donne la valeur à Bitcoin et ce qui donne la valorisation de la crypto de facto et de ce pourquoi ça a été lancé, c'est le self-custody. À la base, et nous, c'est notre vision avec Mickaël depuis le départ, c'est de ne faire confiance à personne, d'éliminer les intermédiaires, d'éliminer les risques de contrepartie et d'être responsable de notre propre argent et de reprendre en main notre souveraineté monétaire. Lui, il est en train de dire l'inverse. Il est en train de dire ce qui donne la valorisation du Bitcoin, c'est le fait que ce soit capé à 21 millions, et ça aurait encore plus de valeur si vous le donniez et si vous le laissiez garder en fait par des institutions financières comme BlackRock ou par des gouvernements, par exemple. Et on sait très bien ce que ça a pu donner. Je vous invite à vous renseigner quand même ce que ça a donné quand on a eu des problématiques avec l'or, hein. Il y a eu une période aussi où l'or était rendu illégal aux États-Unis, où tous les particuliers ont dû rendre leur or aux institutions et notamment au gouvernement parce qu'ils en avaient besoin à ce moment-là. Et donc, ils vous ont dit, OK, on imprime énormément d'argent, on récupère votre or parce que c'était rendu illégal pour un particulier de garder de l'or chez soi. Donc, vous étiez obligé de rendre votre or. Eux, ils vous donnaient du dollar pour vous dédommager. Mais en fait, si vous aviez de l'or au préalable, c'est que vous n'aviez pas envie de dollars. Et il y a beaucoup de suppositions aussi là-dessus. C'est de se dire à un moment donné, si on a beaucoup de gouvernements, beaucoup d'institutions financières et qu'on a une vraie centralisation en fait de la supply du Bitcoin, on pourrait avoir un côté confiscatoire de cet actif. Sauf que ça, en fait, pour moi, c'est pas recevable parce que l'intérêt justement du Bitcoin, c'est que qu'on ait un BlackRock, qu'on ait un gouvernement à proprement parler, ça peut être peu importe la France, les États-Unis ou ce que vous voulez. Certes, si demain ils rendent le Bitcoin illégal, aujourd'hui ils n'ont pas d'intérêt à le faire, et si demain ils le rendent illégal pour les particuliers à le détenir comme ce qu'ils ont fait pour l'or, ça va être très compliqué pour pouvoir obliger les particuliers à le faire, puisque là, en fait, il faut l'or, on peut aller le saisir physiquement, on peut aller chez les gens, il y a une traçabilité et tout. En crypto, il y a aussi une certaine traçabilité, mais il y a un côté aussi où on peut détenir nos clés privées et donc on peut pas forcer les gens en fait à le prendre. Il y a un côté résistance à la censure, c'est pour ça que ça a été créé. Et donc forcément, il y a eu levée de bouclier parce que bah, du coup, euh, Michael Saylor qui se dit le porte-étendard et l'avant-gardiste un peu de la crypto, est contre le principe premier de ce pourquoi la crypto a été créée et ce pourquoi la crypto a de la valeur au préalable. Si on avait du Bitcoin, mais que vous ne pouviez pas détenir à titre personnel, et du coup, on n'avait pas de résistance à la censure, etc., et de self-custody, Bitcoin n'aurait pas eu autant d'engouement et autant d'intérêt. Si Bitcoin a de la valeur et la crypto a de la valeur aujourd'hui, c'est justement par rapport à ça, à ce fondement premier. Donc, en fait, il va contre ce fondement-là, et tout simplement parce qu'aujourd'hui, il joue plus du tout le même rôle et il joue plus du tout
le même jeu que beaucoup de particuliers. Lui, son objectif derrière, c'est de bosser avec des institutions, de prêter ses bitcoins et voilà, de faire des effets de levier pour en racheter encore plus, jusqu'au moment où peut-être à un moment donné, ça va se retourner sur lui. Et peut-être, et ça c'est le scénario de pas mal de personnes, aujourd'hui j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, vu que Saylor il fait beaucoup d'effets de levier, sur effets de levier, sur effets de levier pour acheter du bitcoin, il a plutôt intérêt que ça marche parce que tout aujourd'hui est lié par rapport à la valorisation de sa boîte en fait. La valorisation de sa boîte augmente. Il rachète plus de bitcoin. Vu qu'il achète plus de bitcoin, les gens ont envie d'acheter encore plus de parts de MicroStrategy. Donc ça lui permet d'avoir un collatéral encore plus élevé. Donc il va encore lever de la dette pour après racheter du bitcoin, etc., etc. Mais ça marche en fait tant qu'il n'y a pas une panique en fait, un peu comme pour FTX, hein, tant que le marché augmente et tout, il n'y a pas de problème. Mais si à un moment donné, on change un petit peu, on sort des cycles de 4 ans avec un bear market structurel qui pourrait partir par exemple sur 10 ans avec une volatilité encore plus importante à la baisse, pas le scénario que je privilégie, mais ça peut être quelque chose aussi qui peut arriver. Quelqu'un qui utilise des effets de levier comme ça, ouais, tu peux se retrouver dans des positions très compliquées. Et il y a plein d'entreprises comme ça qui avaient fait ça lors des dot-com, hein. La bulle internet, il y a des boîtes comme ça qui ont fait comme Saylor, qui ont mis en avant, des parts d'entreprise pour racheter des parts de leur propre entreprise, pour les racheter, lever de la dette et après racheter, des entreprises qu'on avait sur les marchés financiers qui, au final, étaient basées sur rien. Et quand le marché s'est crashé, c'est des boîtes après qui ont fait faillite parce qu'ils avaient un effet de levier qui était beaucoup trop important. Donc bref, de la réflexion un petit peu sur ce sujet, mais ouais, moi ça m'a un peu, en fait, ça m'a pas forcément énervé, ça m'a pas surpris non plus parce que bon, Saylor, ça reste quelqu'un qui est reconnu, qui est quand même assez respecté dans la communauté crypto. Mais il a quand même dit énormément, énormément, énormément de conneries. C'est quelqu'un en 2013 qui a dit que le bitcoin, allait, s'effondrer, n'allait pas fonctionner, tout comme l'industrie du jeu vidéo, comme l'online gaming en 2013 et son tweet, il est toujours, disponible et pour autant après il a FOMO le top, les cycles qui suivaient. Il expliquait aux gens, au top du cycle précédent, qu'il fallait acheter par effet de levier, qu'il fallait vendre sa résidence principale, qu'il fallait emprunter de l'argent pour acheter du bitcoin avec un effet de levier, d'accord? À des particuliers, hein, d'accord? Donc en fait, il a dit aussi énormément de conneries, donc là, ça en fera une de plus. Même ses prédictions qu'il a faites sur la dernière conférence Bitcoin Maxi, Surfing Bitcoin, on vous en avait parlé, où il parle de prédictions sur le Bitcoin à 45 millions de dollars sur les prochaines années. Je crois que c'était dans les années 2040-2050. On peut avoir des prédictions comme ça. Moi, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Et en plus, si tu as un Bitcoin qui vaut autant, en fait, ce qui est important, c'est pas sa valorisation en dollars, c'est en fait clairement la, le pouvoir d'achat que tu vas avoir derrière. Si demain ton Bitcoin il vaut 40 millions de dollars, j'aimerais bien savoir le prix d'une voiture, j'aimerais bien savoir le prix d'une maison, etc., etc. Donc certes, moi je suis convaincu que le Bitcoin va se développer dans les prochaines années. Le self custody c'est important et on va continuer de travailler sur cet aspect-là parce que pour nous c'est un aspect fondamental dans la crypto. Mais attention à toutes ces personnes qui vont avoir pour objectif de vous donner des targets qui sont ultra importantes parce que eux, forcément, ils n'ont pas acheté du Bitcoin à 1 balle. Tu en as certains qui l'ont acheté comme Max Kaiser entre 1 et 10 balles. Forcément, aujourd'hui, des personnes comme Michael Saylor qui ont un prix d'achat moyen qui est, je sais plus, à 35 000, 36 000, il a un intérêt à dire aux gens, bah, regardez, ça va monter à 45 millions et puis ils vont vous donner toutes les raisons possibles et imaginables pour vous dire que ça va monter encore plus haut. Et je dis pas que c'est pas impossible, hein, d'accord, hein, tout est possible. Mais en fait, attention parce que ces gens-là jouent pas du tout le même rôle que vous et que souvent, ce qu'on observe dans la crypto, c'est toujours le cas. On va vous faire miroiter des gains qui sont super importants et c'est des personnes après qui derrière vont en profiter quand ils en auront l'occasion pour dumper, malgré le fait qu'ils vous disent on va pas vendre, on va pas vendre, on va pas vendre. Ça a été le cas pour Elon Musk qui disait bah nous on va pas vendre. Après tiens on teste la liquidité avec les bitcoins qu'on a chez Tesla et en fait ils en ont vendu une partie. C'est valable sur plein de projets, même Vitalik qui dump une partie de ses Ethers, la fondation Ethereum qui dump aussi une partie de ses Ethers. Voilà, c'est pas forcément mauvais en soi, hein, mais je pense qu'il faut pas être dupe non plus et comprendre à chaque fois l'intérêt des personnes qu'il y a derrière. Euh, Oui, d'ailleurs, il s'est complètement raté sur la bulle internet. Après, il a pas dit des choses non plus, mauvaises partout, hein. Tu vois, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien prendre le truc en disant: «Il y a des choses à prendre intéressantes chez chaque personne et après il y a des choses qu'ils peuvent dire qui sont, des conneries, monumentales» et c'est pas parce que quelqu'un a une réussite par le passé qu'il va forcément continuer à avoir une réussite, par la suite, tu vois? Warren Buffett, c'est un cas d'exemple concret, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va remettre en perspective ce que pense cette personne dans l'investissement et dire: «Ah, Warren Buffett, il sait pas investir». C'est l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur investisseur de tous les temps, avec Jim Simmons aussi. Hem,
Mais tu vois, il s'est trompé, Warren Buffett s'est trompé pendant la bulle, internet. Il a dit que c'était pourri, que ça servait à rien, que, ça allait pas se développer et qu'il y aurait aucun intérêt d'avoir internet et aujourd'hui Apple, ça représente quand même une grosse partie de son portefeuille, long terme et c'est une boîte qui est issue de l'innovation, d'internet. Il a toujours expliqué qu'il n'investissait pas dans des choses qu'il ne comprenait pas, et pendant très longtemps et même c'est encore le cas aujourd'hui avec, son associé qui est décédé maintenant qui s'appelait Charlie Munger, on continuait de dire que le bitcoin c'était pourri mais tu vois, en fait, c'est pas parce que quelqu'un a une réussite comme Warren Buffett qu'il faut forcément l'écouter sur tout ce qu'il a à dire, parce qu'il s'est trompé sur la bulle internet, il s'est trompé sur le cas du bitcoin et donc si tu avais écouté ces personnes-là sur ces sujets-là, tu serais passé à côté, bah, de performances juste monstrueuses, en fait. Tu peux prendre pour argent comptant les réussites passées de ces personnes-là et peut-être par la sagesse qu'ils peuvent t'apporter et par le recul qu'ils peuvent avoir sur certains événements. Mais tout le monde peut se tromper. Tu as même pas besoin, en plus, dans l'investissement, d'avoir raison tout le temps. Et d'ailleurs, ça sert à rien d'avoir raison. Tu as différents scénarios et après tu dis, OK, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me correspond pas. Mais voilà, en fait, c'est pas parce que tu as quelqu'un qui a eu des belles performances ou qui a eu raison à un moment donné. Saylor, par exemple, c'est quelqu'un qui avait investi sur Apple très très tôt. Tu as plein d'interviews de lui où il explique toute la vision qu'il avait, d'Apple. Il a même écrit un bouquin en plus sur ce sujet, au tout départ quand Apple était très peu reconnu. Donc il a été, forcément, idolâtré par, heu, par ses propos et puis par ce qu'il a pu penser. Mais c'est pas parce qu'il a eu raison sur ça qu'il va continuellement avoir raison par la suite et que tout ce que cette personne va dire, c'est forcément une parole d'évangile, quoi. Donc c'est pour ça qu'on invite chaque personne à se poser les véritables questions et de se dire: «OK, ce que dit cette personne-là, c'est intéressant. Là, ça me plaît un peu moins. OK, bah, je vais prendre ce qu'il y a à prendre, je vais laisser ce qu'il y a à laisser» et après je me fais ma propre idée sur le sujet. Parce qu'il y aura jamais quelqu'un qui prendra les meilleures décisions par rapport à votre patrimoine, par rapport à votre argent que vous-même. C'est ça la seule vérité absolue. Après, on a tous des biais cognitifs, on a tous des biais émotionnels, on a tous des biais de confirmation et il y a aucune personne qui aura la vérité absolue comme à chaque fois. Ouais, Sailor, le smart DJen. Ouais, clairement. Mais voilà, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur sur l'interview qu'il y a eu avec Sailor et la journaliste là qui lui parlait du self custody pour vous faire une propre idée. Et c'est à partir de là que vous vous rendez compte en fait que voilà, on joue plus du tout le même jeu et que c'est des gens, qui derrière ont pas forcément vos intérêts personnels en ligne de mire. Eux, leur intérêt, ils vont les prendre de leur côté. Ils vont se dire: «Bah, moi, j'ai un intérêt aujourd'hui à avoir ce genre de discours parce que je bosse avec les institutionnels, parce que je leur prête mes bitcoins et parce que j'ai intérêt, si je veux lever encore de la dette, bah, d'avoir une bonne interaction, commerciale, avec elles» et du coup, il peut plus peut-être maintenant se permettre de dire n'importe quoi parce qu'il a une vision aussi, publique. Mais voilà, moi, je vous invite vraiment à rester vigilant et je continuerai de dire que le self-custody, c'est super important et que, vos bitcoins, vos cryptos, vous devez apprendre à les gérer vous-même. Vous mettez tout sur un portefeuille à froid. Vous ne laissez rien sur des plateformes d'échange centralisées. Vous ne laissez, personne prendre possession de vos clés privées et cetera. Ça, c'est vous qui devez être le détenteur de vos cryptos. Not your keys, not your coin. Ça reste, pour moi indélébile et ça sera vraiment l'adage qu'on gardera tout le long sur cette chaîne.